Voyage en récit, Étienne Debac, commissaire-priseur. et Geoffroy Scrive. Eh bien, maître Debac, merci de nous recevoir pour cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Eh bien, nous sommes peut-être un petit peu loin du Finistère puisque nous nous trouvons à Lyon, où vous êtes donc commissaire-priseur. Vous exercez cette belle profession qui m'est chère. Si je ne m'abuse, il me semble que vos débuts, c'était chez vous, avec une secrétaire. Aujourd'hui, nous sommes ici, donc rue Vendôme. L'espace que vous occupez est quand même conséquent. Dans votre bureau, je retrouve beaucoup de tableaux, d'œuvres d'art que vous exposez, que vous vendez. Aujourd'hui, vous faites partie des 20 plus grandes maisons de vente avec un chiffre d'affaires qui est quand même colossal par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ça dépassait, je crois, la dizaine de millions d'euros. Vous avez une progression, si je ne m'abuse, vous avez fait plus 30% en 2019, plus de 51% en 2020. D'où cela vous est venu? C'est-à-dire, comment la passion vous a-t-elle prise? Alors moi, effectivement, je suis devenu commissaire-priseur un peu par hasard, je ne sais pas, mais par passion. Parce que quand j'avais 12-13 ans, mes parents ont fait les antiquaires pour acheter des meubles, ce qui était à la mode à l'époque, commode Louis XVI, fauteuil médaillon. Et donc on allait tous les week-ends au Louvre des antiquaires enfin bref, faire les antiquaires. Et ça m'a passionné. Une fois que mes parents avaient acheté leurs meubles, ils ont arrêté. Et moi, j'ai continué de 12 à 17, 18, 20 ans. Je faisais les antiquaires régulièrement. Certains qui m'accueillaient très chaleureusement. Le petit jeune qui va rien acheter, mais qui pose plein de questions et qui est très, très, très intéressé. Et donc, c'est venu comme ça. Je ne pensais pas que ça pouvait devenir un métier un jour. Donc, j'ai fait des études de droit où je me suis un petit peu ennuyé. J'ai préparé les examens du barreau et ça m'a semblé très abstrait. Voilà, j'avais envie de faire autre chose et donc à la fin, j'ai fini par bifurquer. Et à quoi vous intéressiez-vous exactement? Aux tableaux, à leurs détails, aux meubles, à certaines époques, certains textiles peut-être? Alors c'est vrai que moi, le point de départ, c'est le mobilier. Je me suis toujours passionné pour le mobilier. Donc les goûts changent. Quand j'avais 12-13 ans, ce qui me fascinait, c'était les meubles empire, avec l'acajou très rouge, les bronzes très dorés, souvent des casques, des lances, des symboles militaires. Donc voilà, le début c'est ça. Après, on s'intéresse au mobilier 18e, à l'histoire du mobilier qui est une histoire des modes de vie et des changements. Si vous voulez, le 18e, c'est l'invention de l'intimité. C'est pour ça que le mobilier change. Et quand on étudie ça, c'est passionnant de voir du Moyen Âge, à l'époque de Louis XIV. Les changements du mobilier traduisent un changement de mode de vie. Et on retrouve ça avec les modernistes et puis avec le design. Et donc ça m'a toujours passionné. J'adore le design aussi. L'époque des pionniers et puis de Charlotte Perriand. Voilà. Donc c'est vrai que moi, le point de départ, c'est le mobilier. Et souvent, c'est quelque chose pour lequel je vibre particulièrement. Mais le métier de commissaire-priseur a cette richesse de nous forcer à nous intéresser à tous les domaines. Puisque notre mission, c'est quand on arrive dans une maison, de tout inventorier. Si on dit au client, dans le cadre des successions, ah non, non, moi je m'occupe que des tableaux ou moi je m'occupe que des tapis, on ne remplit pas notre mission. Donc on est amené à s'intéresser à l'art populaire, aux tableaux de montagne, aux instruments de pêche, aux dessins anciens. Et c'est vrai que cet intérêt finit par développer plein de centres d'intérêt divers. C'est vraiment, moi, ce qui me séduit dans notre métier, c'est le côté généraliste qui pousse à devenir un peu spécialiste de tout et chercheur de trésors. Et alors, du coup, en vacances, comment faites-vous? Vous arrivez chez quelqu'un, vous arrivez dans une demeure, vous ne pouvez pas vous empêcher de Euh, juger, de alors, vérifier? oui, oui, ça c'est une déformation professionnelle que j'ai eu du mal à contrôler. Donc, dans mes tout débuts jeune commissaire-priseur, quand j'entrais chez quelqu'un, c'était terrible. Je ne pouvais pas ne pas passer l'appartement au scanner. Maintenant, j'y arrive très bien. Et donc, si on ne me le demande pas, je ne fais pas l'expertise de l'ensemble du décor. En revanche, c'est vrai qu'on a l'œil un peu averti. On est quand même amateur. Donc, si vous me faites dîner dans une salle à manger et qu'il y a un très beau tableau, j'ai quand même l'œil qui traîne un petit peu, c'est sûr. Alors justement, quel est votre rapport aujourd'hui à l'objet? C'est-à-dire, quand vous le vendez, quand vous l'exposez, puis il y a la vente qui suit, euh, il y a l'objet en lui-même, mais il y a le prix qu'il atteint. C'est-à-dire, quelle part faites-vous? Parce que cet objet, il a aussi une histoire. Il fait partie d'un marché actuel, d'une mode, mais il a une histoire. Il arrive d'une famille, il arrive d'un fabricant, il va chez un autre, il va peut-être à l'étranger. Est-ce que derrière cela, vous pensez un peu cette histoire et vous pensez aussi à l'avenir de cet objet? Alors oui, oui, la vente publique, c'est un moment toujours particulier où l'objet transite.
Il quitte une maison, c'est parfois un peu triste, hein, quand on vide des très belles maisons, c'est un peu triste. Mais il a un nouveau destin, il va dans une nouvelle famille chez un collectionneur. Finalement, c'est assez chouette, hein, l'objet vit sa vie. Enfin, plein de collectionneurs ont raconté ce rapport à l'objet, on fait une collection, puis une fois qu'on a fini sa collection, elle est vendue et les objets repartent vivre leur vie. Donc ça me pose pas trop de problèmes. On nous pose souvent la question du rapport à la possession, et quand on est commissaire-priseur, mais est-ce que c'est pas trop dur de vendre des objets que vous aimez beaucoup? Alors, je suis pas du tout blasé, bien au contraire, j'adore ça, j'adore les objets, j'adore les tableaux, les meubles, je suis toujours aussi passionné, mais c'est vrai qu'on vit au milieu des objets, et donc on en profite beaucoup. Ouais, dans mon bureau, il y a un bronze de Bernard, un dessin de Fujita, un tableau de Turban de Crissé, tout ça c'est des objets qu'on va vendre ou qu'on a vendus, et ben il décore mon bureau, puis quand l'acheteur va venir le chercher, j'irai chercher quelque chose d'autre dans les réserves. Donc c'est vrai qu'on vit avec les objets qui sont moins sacralisés que dans un musée. C'est le charme du marché de l'art. On peut les toucher, on peut les caresser, quand c'est un fauteuil, on peut s'asseoir dedans. C'est effectivement quelque chose que j'aime bien dans notre rapport à l'objet qui n'est pas trop sacré. Alors justement, les salles des ventes, pour moi, dans mon imaginaire, et de ce que j'en connais, c'est quand même démocratique. C'est-à-dire que tout le monde peut venir voir, observer, toucher un objet, observer une peinture, et pourquoi pas l'acquérir. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus démocratique que dans un musée où on vient seulement voir. Alors, justement, le public qui vient ici, dans votre salle des ventes, est-ce un public d'habitués et de connaisseurs, ou est-ce que vous arrivez quelque part à démocratiser la salle des ventes pour que n'importe qui puisse quelque part déjà s'y intéresser, et ensuite accéder quelque part à une forme d'art à ramener chez lui? Alors on fait beaucoup d'efforts pour démocratiser les ventes publiques. Internet a beaucoup joué. Ça rend l'acte d'achat beaucoup plus facile, plus compatible avec les vies d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez être chez vous dans votre canapé et appuyer sur un bouton pour participer à une vente aux enchères. Donc ça a beaucoup joué. Après, c'est vrai que les amateurs d'art, c'est un cercle. Tout le monde ne collectionne pas. Moi, je le regrette parce que je trouve que beaucoup de gens passent à côté du plaisir d'avoir un bel objet chez eux. Les prix aujourd'hui pour les objets anciens sont devenus très abordables. Donc la démocratisation se fait. Il y a beaucoup de nouveaux clients qui pensaient pas pouvoir acheter une commode Louis XVI il y a 20 ans, qui peuvent le faire aujourd'hui. Donc ça se fait. Après, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est réservé à une élite. Le fait que le prix soit pas fixe est une difficulté. Donc on fait des efforts, mais c'est vrai qu'il y a un noyau dur d'habitués qui vont dans les salles des ventes. Je pense que c'est beaucoup moins fermé qu'il y a 30 ou 40 ans, où les commissaires-priseurs faisaient moins d'efforts, il y avait moins de catalogues papier, il n'y avait pas les ventes sur Internet, il fallait connaître des codes très précis, il y avait parfois des marchands qui faisaient un peu la loi. Ça a beaucoup changé. D'accord. On vend beaucoup en direct à des particuliers aujourd'hui. Je pense que ça s'est en grande partie démocratisé. Après, la possession d'objets d'art, ça reste un privilège, malgré tout, de gens qui peuvent s'accorder le superflu. Alors justement, parlons du superflu, c'est-à-dire quand j'entends autour de moi, par exemple, des personnes qui sont ravies de voir l'arrivée dans la périphérie de la ville d'une grande enseigne qui va leur proposer une armoire qu'on peut acheter à Nice, à Brest ou à Angoulême ou à Lyon, ou encore à Colmar, ce sera toujours la même. Comment, et parfois ces gens-là font une centaine de kilomètres pour trouver cette grande enseigne, comment les attirer justement à peut-être avoir autre chose d'aussi abordable finalement quelque part et qui peut les toucher? Alors, vous parlez des meubles modernes, vous voulez Oui, dire, d'IKEA et par exemple. compagnie. C'est sûr que les modes de vie ont changé. Avant, on achetait des meubles pour toute la vie. Et quel que soit le niveau social, c'était un investissement lourd. Donc les classes les plus aisées achetaient des meubles anciens à des prix très importants, mais les gens qui avaient moins d'argent prenaient un emprunt et achetaient une salle à manger faite par un menuisier, artisan. Donc c'était général. On achetait un meuble avec l'idée qu'on allait le garder 50 ans et que ça devenait un meuble de famille. Aujourd'hui, cette idée est perdue. On n'achète plus du tout comme ça, même ceux qui achètent des meubles anciens. Et c'est vrai que la naissance du mobilier jetable y est sans doute pour beaucoup. On a pris l'habitude d'avoir des meubles et puis de les changer, et puis de partir à l'étranger ou en voyage et de faire
Donc il y a beaucoup de gens qui n'investissent plus du tout dans leur décor. Ils veulent des choses modernes, propres, simples, fonctionnelles et jetables. Alors parlons un peu des domaines. Je reçois vos catalogues, soit en papier, soit maintenant en numérique. Donc vous avez les meubles anciens, nous en avons parlé, les modernes, les tableaux, les bijoux, il y a des vins, il y a de la vaisselle, des jouets, parfois vous devez peut-être même vendre des voitures, je ne sais pas, des tapis, des papiers anciens, des lettres, des livres, des sculptures, de la décoration, des habits, des instruments. Quel domaine vous échappe encore? Alors oui, c'est vraiment ça, le métier de commissaire-priseur. Il faut savoir être généraliste, c'est-à-dire dans une maison capable de s'occuper de tout. Mais en même temps, il faut bien des stratégies pour mettre en valeur les objets, et c'est là qu'on intervient en faisant des ventes de spécialité. Parce que vous vendez mieux du design quand vous rassemblez 200, 300 lots de design, plutôt qu'en mettant un meuble de Charlotte-Perriand au milieu d'une vente classique. Donc la création de ces spécialités, on fait ça pour les appareils photo, pour les photos anciennes, pour les bijoux, permet de créer avec un catalogue un événement qui attire une clientèle plus pointue. Donc on peut développer toutes les spécialités. On le fait, nous, par centre d'intérêt. Donc c'est vrai qu'il y a des spécialités qu'on a développées parce qu'elles nous intéressent plus. Par exemple, j'ai un associé, Jean-Marie Sarraud, qui est passionné par la montagne. Donc il a créé des ventes montagne où on vend des tableaux de montagne, de l'art populaire pour décorer les chalets, des peignes à myrtille et autres artefacts typiques des alpages. C'est un petit exemple. C'est vraiment sa passion pour ça qui a développé la spécialité. Et après, il y a des choses qui se développent parce qu'on est confronté à ce type de marchandises. Par exemple, comme on est à Lyon, on trouvait souvent dans les successions du textile, puisque Lyon a été au XVIIIe, XIXe siècle, même au début du XXe, la ville de la soie. Et donc, on a eu l'idée de créer des ventes spécialisées de textiles, d'archives textiles. Donc là, c'est ce qu'on trouvait dans les inventaires. On a eu l'idée de le regrouper pour faire des spécialités. C'est comme ça que naissent aussi les spécialités. Alors, y a-t-il une moyenne pour préparer une vente? Combien de temps cela peut-il prendre entre le premier objet que vous trouvez de la série et le jour de la vente? Parce que les catalogues s'enchaînent quand même à une vitesse assez surprenante et on dirait que ça n'a pas de soif, ça n'a pas de fin, quoi. Alors c'est vrai que là, on se rend compte quand on regarde les ventes aux enchères, donc les nôtres, mais quand vous regardez la Gazette, etc., de la richesse de la France sur les siècles passés, parce que c'est un grenier d'objets extraordinaire, on a l'impression que ça n'a pas de fin. Alors pour préparer une vente, donc une vente c'est environ 350 lots. Ça peut être sur 2 jours pour faire un beau catalogue, dans lequel cas c'est le double. Ça dépend. Si vous voulez, nous on fait des typologies de ventes, donc il y a maintenant des ventes cataloguées classiques. Ça, on a une vente à peu près tous les 3 mois. Il y a des ventes cataloguées design art contemporain. Donc il y a une vente tous les un peu plus, 4-5 mois. Et après, il y a des ventes plus courantes, de petites brocantes. Nous, on a choisi de continuer à s'occuper de ces petits objets-là. Et ça, on fait une vente tous les mois à peu près. Mais pour les ventes spécialisées, pour réussir à faire une vente spécialisée, en textile par exemple, bah, il faut s'accorder du temps pour avoir suffisamment d'objets pour défendre la spécialité et faire venir des amateurs de tous les coins du monde, parce que au lieu d'avoir 60 lots de textiles, vous en avez 400. Donc par exemple pour le textile, on fait une vente tous les 9 mois à peu près. On fait des ventes de poupées, c'est pareil, il faut stocker les poupées, on fait ça 2-3 fois par an. On fait des ventes de violons, on fait ça maintenant, c'est une spécialité forte de l'étude. Ça pareil, c'est le hasard, c'est quand on a racheté l'étude Miared, il faisait des ventes de violons avec un expert en violon, donc on lui a proposé de mettre notre dynamisme pour continuer la spécialité. Et en fait, ça s'est énormément développé depuis, donc on fait 4 ventes par an de violons et d'instruments de musique. Donc voilà, la vente spécialisée suppose la décision à un moment donné de stocker pour avoir suffisamment d'objets dans cette spécialité. Et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Le commissaire-priseur, il doit vendre un peu ce que les clients ont à vendre. Donc on ne choisit pas vraiment ce qu'on a à vendre. Par contre, là où on met en place une stratégie, où on décide, c'est la manière de les mettre en valeur. Donc les spécialités qu'on souhaite développer, comment on les regroupe, comment... Chaque vente est différente et doit être abordée avec l'idée de réussir le meilleur mélange pour attirer le plus de monde et que la vente soit un succès.
Alors parlons un petit peu de ce monde justement, dans ce métier. Vous faites des inventaires, vous avez des expertises, donc avec des experts. Vous voyez aussi des familles dans le cadre de succession. Vous avez sans doute du judiciaire également. Vous avez du lien avec les notaires, peut-être avec le crédit municipal. Enfin, les huissiers, il y a les déménageurs. Faut aussi faire venir les meubles et pouvoir les transporter. Vous voyez aussi le public arriver pour les expositions, pour les ventes. Donc on imagine un très fort relationnel dans ce métier. Enfin, faut pas être solitaire, quoi. Non, oui. Et comment restez-vous maître de votre temps entre les préparations des ventes et tous ces liens que vous pouvez avoir avec toutes ces personnes? Oui, c'est un métier de relationnel, évidemment, c'est un métier très humain, parce que vendre des objets, c'est pas anodin, c'est souvent à l'occasion des décès, des successions, des déménagements, donc c'est souvent un moment particulier pour les familles, donc on est là pour les accompagner, on assiste aussi pour des partages, qui est un moment particulier, donc oui, c'est un métier de contact et de rapport humain. Par ailleurs, c'est vrai que souvent, les familles où il y a des objets importants, elles viennent pas chez vous par hasard. Mm. Donc il y a une part de bouche à oreille, de connaissances, de relations. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir de temps en temps des beaux objets à vendre. Tout ça, il y a le réseau évidemment des notaires pour qui on fait les inventaires de succession. Donc oui, c'est beaucoup de monde. Et après, vous évoquez un peu quelque chose qui est sous-jacent, c'est-à-dire que quand on pense aux ventes aux enchères, au commissaire-priseur, on voit toujours le moment de la vente, qui est un moment crucial, fondamental, un peu théâtral, et le plus important sans doute. On pense à l'expertise, qui est l'aspect qui a le plus de charme, qui est le plus séduisant vu de l'extérieur. Les gens se rendent moins compte de l'aspect logistique. Voilà, une vente aux enchères, c'est 350-400 lots, qui ont tous des tailles différentes, des formes différentes, qui sont tous uniques. Donc oui, c'est une grosse part de logistique. Donc on a une équipe importante pour gérer tout ça, depuis le transporteur, le garçon de salle qui réceptionne, qui liste, étiquette, les administrateurs de vente qui vont faire les fiches, envoyer les mandats de vente. Donc on a toute une équipe importante et donc on délègue beaucoup. C'est grâce à ça que, voilà, avec des gens motivés, passionnés par ce qu'ils font, par les objets. Parce qu'à toutes ces étapes, ce qui est formidable, quand vous faites de la manutention, je ne sais pas, dans un centre de tri, de transport, de logistique, bon, passer des objets aux transpalettes, c'est pas génial. Quand vous faites du transport dans une salle des ventes ou de la logistique d'objets, chaque objet, vous l'avez dans la main. Il faut être méticuleux. Et c'est comme ça qu'on on finit par très bien les connaître, parce que voilà, c'est comme faire un stage chez nous. Ben, c'est l'assurance que vous allez manipuler des objets anciens, des objets précieux, des objets amusants, insolites, de toute valeur. Donc c'est quand même, à toutes les étapes, on vit avec les objets. Combien êtes-vous justement ici dans cette étude? Alors, donc nous, on est installés à Paris, à Lyon, à Marseille. Donc, on est une trentaine de personnes en tout. Il y a donc 4 commissaires-priseurs associés. Et puis, sinon, l'effectif se répartit. À Lyon, il y a l'effectif principal. On est 16 ou 17. Il y a la base logique administrative, donc la direction administrative financière, la comptabilité. Et sinon, à Paris et à Marseille, dans chaque ville, il y a environ 5 à 6 personnes. Donc des équipes avec principalement des administrateurs de vente et des commissaires-priseurs. Et vous vous rendez donc régulièrement entre Lyon, Paris, Marseille, vous-même? Donc oui, moi j'habite à Lyon, mais je suis à Paris une fois par semaine à peu près, et je vais à Marseille. Donc Marseille, c'est récent, puisqu'on a racheté une étude qui était en difficulté il y a donc 1 an et demi maintenant, juste avant le Covid. Donc Marseille, on a un directeur sur place qui fait l'essentiel du travail, je dirais. Et moi, j'y vais tous les 15 jours pour faire de la supervision. Quand on voit les chiffres que nous énoncions au début de cet entretien, maître de Bac, comment les expliquez-vous par rapport justement au Covid? Les gens ont eu plus de temps pour réfléchir sur ce qu'ils avaient chez eux et ce qu'ils voulaient vendre ou acheter? Alors, les chiffres, effectivement, on a intégré il y a 2-3 ans le top 20 des maisons de vente françaises. Donc, on est, je crois, 16e ou 17e suivant les années, avec un chiffre d'affaires qui doit être de 14 millions d'euros à peu près adjugé, donc 17 millions tout compris. Alors, c'était une lente progression, puis après, il y a des effets de seuil qui sont en fait le produit du bouche à oreille. Le Covid a évidemment ralenti cette progression parce que on a quand même été bloqué pendant 2 mois et demi, on faisait plus d'inventaire, on ne travaillait pas. Après, par rapport aux restaurateurs, aux hôteliers, nous, on a pu assez vite se remettre à travailler sur Internet. Pendant le confinement, on a pu faire des ventes 100% en live, donc que sur Internet.
sans présentiel. En revanche, on n'a pas pu faire d'expertise. Donc, ça a évidemment ralenti notre activité, mais on a pu quand même continuer de manière moins catastrophique, et ça a donné une impulsion supplémentaire, comme dans plein d'autres métiers, à la digitalisation, qui est un avantage dynamique. Une perte de charme quand même, parce qu'une salle de vente avec du public, c'est quand même beaucoup plus drôle que des écrans et des vidéos. Alors justement, parlons un peu de l'ambiance des salles. Petit, j'ai eu la chance parfois d'y aller, ici même à Lyon, et il y a toujours une ambiance. Enfin, du côté des acheteurs, ça se tire un petit peu la bourre. Est-ce que ça vous a attiré dès le départ pour faire ce métier, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert petit à petit? Alors moi, je suis vraiment arrivé au métier par les objets, pas tellement par le théâtre de la vente. Après, la vente, c'est un moment agréable parce que on défend les vendeurs, on connaît bien les objets. Souvent, on connaît bien certains acheteurs et donc on peut, par des petites plaisanteries ou juste par l'attention, vous savez, quand vous êtes sur l'estrade, que vous avez une salle avec 300 personnes, de 150 ou 200 personnes, l'acheteur qui hésite, ça m'a toujours frappé, on le voit tout de suite. Imperceptiblement, il vibre. Et donc, être capable de voir cette vibration, de regarder cette personne, de la relancer un peu et de gagner grâce à ça 2-3 enchères. Bon, c'est vrai que c'est le rôle du commissaire-priseur, de faire en sorte que la vente se passe bien, c'est intéressant. Après, effectivement, je pense qu'il y a 25-30 ans, c'était plus folklore. C'était Ah oui. certainement plus drôle. Hein. C'est devenu un peu plus professionnel, un peu plus sérieux. Après, on travaille, les acheteurs sont plus exigeants qu'avant, les fiches sont peut-être plus rigoureuses. Mais bon, on a perdu en folklore. Et puis, il y a la disparition de tous les petits marchands. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, le monde de la brocante était un monde foisonnant, très dynamique. Et vous faisiez, même moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, quand vous étiez au marteau, parfois, vous faisiez une bonne blague et pour rigoler, quelqu'un levait la main. Aujourd'hui, les petits marchands, les petits brocanteurs, le marché est très difficile pour ceux qui vivaient de cette petite brocante, des meubles Louis-Philippe, des casseroles en cuivre, de tout ça. Et donc, ils rigolent bien volontiers de votre blague, mais ils vont surtout pas prendre le risque de lever la main et de Ou se de se moucher, retrouver quoi. avec un lot à 10 euros ou 100 euros de trop. Ça a un peu changé. Non, oui, donc c'est un peu plus strict, quoi, si je puis dire. Et après, ça dépend des ventes. Voilà. Ah oui. L'art, c'est de faire des ventes qui, justement, permettent d'attirer suffisamment de monde pour avoir une salle dynamique. C'est quand même beaucoup plus agréable que d'avoir que des acheteurs sur Internet. Alors avec lesquels vous arrivez à rire le plus? Avec des tableaux un peu spéciaux ou avec des... Ou avec, par exemple, si je prends ce catalogue-là, Regard sur le XXe siècle, j'imagine que c'est peut-être un peu moins drôle, ou alors c'est tellement insolite parfois que... Non, non, non. Alors, je dirais que toutes les spécialités peuvent amener des... Après, voilà, en fait, on s'amuse avec une salle quand la vente Hmm. est dynamique, que les gens sont acheteurs, qu'il y a du répondant. Je pense, un peu comme une pièce de théâtre. Parfois, le public n'est pas très réceptif. Parfois, il l'est. Là, on a fait, il n'y a pas très longtemps, une vente sur place dans un château pas très loin de Lyon, à Chassagny. Et ben, on vendait dehors, sous des parasols, à l'ombre à l'ombre d'un immense cèdre. Hmm. Les gens étaient tellement détendus qu'il y avait une ambiance formidable, féerique. Régulièrement, on entendait un âne qui saluait un bon résultat ou inversement rouspétait quand c'était trop cher. Bon, ça faisait rire tout le monde. C'était assez sympa. Ça, c'est l'aspect parfois amusant, la vente, toujours insolite. Alors si on prend ce catalogue justement, Regard sur le XXe siècle, donc en ce mois de novembre, est-ce que le ou les quelques objets vraiment phares de la vente sont des amuse-gueules? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font venir du public à cette vente-là pour voir le prix qui sera finalement atteint? Est-ce que ça peut marcher aussi comme ça? Est-ce que le catalogue en lui-même peut dire, oh, tiens, on va aller voir un peu la joute qui va se passer et... Oui, oui, c'est sûr. Il y a des gens qui viennent pour assister à la vente et voir les résultats, qui viennent voir. Bon, là, par exemple, on a une très belle table en forme de livre de Charlotte-Perriand. Il y a beaucoup de gens qui viennent la voir, qui savent qu'ils ne l'achèteront pas parce que c'est estimé entre 60 et 80 000 euros et ça va sans doute faire peut-être un petit peu plus. Donc ils savent qu'ils ne vont pas l'acheter, mais ils viennent la voir et du coup, effectivement, ils achètent des fauteuils de Gaetano Pesquet ou
ou de Werner Panton ou un autre objet. Oui, c'est souvent comme ça que ça marche. Il faut des objets phares qui donnent envie aux clients de se déplacer. Puis une fois qu'on est dans une vente, on a envie de ramener quelque chose. Alors justement, c'est une question un peu, ça sera un poncif de ma part, mais qu'a-t-elle de si particulier cette table pour être estimée autant? Et deuxième question derrière, est-ce que ça ne vous fend pas le cœur par rapport aux meubles de 18e que vous préfériez au départ et qui maintenant sont plutôt dans la courbe basse? Alors, la question du prix, c'est toujours une question difficile. Moi, j'ai toujours adoré Charlotte Perriand depuis très longtemps, même à l'époque où ça valait pas très cher. Jeune marié, je me souviens avec mon épouse, on aurait tellement rêvé d'en acheter une, mais ça coûtait à l'époque 15 000 euros et ça paraissait vraiment trop cher. Donc, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, ça vaut 10 fois plus. Euh, c'est du mobilier qui est passionnant. Je disais, c'est l'évolution, enfin la réflexion des années 50 sur le mobilier, sur l'art de vivre, quelque chose de plus simple. C'est des beaux matériaux. Donc que ça vaille de l'argent, c'est plutôt sain. C'est pas des choses inintéressantes. Après, c'est vrai que le référentiel prix ancienneté est choquant aujourd'hui. Et c'est vrai que la perte de mode du mobilier classique fait que pour 200, 300 000 euros, vous avez une commode royale et vous avez un tableau d'un peintre très secondaire du XXe siècle. Donc à qualité égale, la mode fait que les prix de l'ancien sont beaucoup plus bas que les prix du moderne du design. C'est comme ça. Alors, Si vous voulez, l'explication, c'est qu'il y a 30 ans, un avocat qui réussissait, pour donner un exemple de profession, eh ben, soit il était, il y a 30 ans, déjà un peu branché, il achetait du mobilier art déco, il avait un bureau de Ruhlmann, soit il était plutôt classique, vieille France, il avait un bureau Louis XV. Aujourd'hui, un avocat qui réussit, il n'a pas des vieilles reliures pour décorer son bureau, il a un bureau zen avec un meuble design. Et donc, ben voilà, si vous voulez, c'est l'explication de changement de mode. C'est vraiment la mode. Et c'est vrai qu'il y a 25-30 ans, on pensait qu'un meuble ancien, plus on attendait, plus il était ancien. Donc plus il avait de valeur. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une mode et que à une mode succède une autre. Par rapport aux situations de famille que vous pouvez peut-être être amené à constater, qui peuvent être parfois difficiles dans le cadre de succession, le fait de parvenir in fine donc mettons ici à la vente de certains objets, est-ce que ça vous mène souvent à une certaine joie, voire une certaine griserie au vu des prix qui peuvent vous surprendre, que vous n'aviez peut-être pas anticipé? Il y a peut-être des prix qui dépassent largement ce que vous aviez anticipé. Est-ce qu'il y a de la surprise ou est-ce que par hasard, parfois vous vivez de la déception? Nous, notre métier, c'est de vendre les objets. Enfin, pas toujours d'ailleurs, parce que quand on fait des partages, parfois on est très content que les gens gardent. Oui. Moi, un partage où tous les enfants gardent rien, pour le coup, même si ça m'arrange d'un point de vue business, si on veut, je trouve ça toujours un peu triste et un peu inquiétant même, parce que si les gens de ma génération gardent aucun meuble, je ne sais pas ce qu'on vendra et ce qui restera de tous ces objets anciens dans 20 ans. Donc on peut être partagé. Après, à partir du moment où on a l'objet à vendre, le prix est une mesure de succès, c'est sûr. Et c'est vrai que parfois, il y a des prix qu'on considère un peu trop élevés pour des objets qu'ils ne méritent pas. Inversement, on est déçu pour certains objets qu'on aime beaucoup et qui n'ont pas fait si cher. Après, la vente aux enchères constate le marché, constate la mode. Moi, je suis embêté quand j'ai le sentiment que j'ai pas bien fait le travail et que l'objet n'a pas fait son prix. Du coup, vous le retirez? Donc parfois, souvent, je retire. Oui, dans ces cas-là, je peux retirer. Mais bon, parfois, les vendeurs veulent vendre. Donc nous, on trouve que c'est pas assez cher. Mais C'est un retrait pour attendre une occasion plus favorable, quoi. voilà. Mais parfois, voilà, quand il y a des successions, pour départager les héritiers, ils veulent vendre. Donc si c'est pas le moment, c'est le moment pour eux. Donc il arrive qu'on vende des objets dans de mauvaises conditions parce que on essaye de l'éviter, mais quand les conditions... Bon, là, c'est un peu, ça fait un peu mal au cœur, mais sinon, on essaye de défendre les objets, les vendeurs au maximum. Eh bien, maître, je vous remercie pour cet entretien. On peut peut-être te redonner donc simplement le site internet de votre maison. Donc, je crois que c'est www.debac. Debac et associé, oui. Debac.fr. BAECQUE. Voilà, DEBAECQE. Sur lequel on peut retrouver donc toutes les ventes prévues. Donc les à mois... Paris, à Lyon, à Marseille. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie, merci.